Allez, c'est parti, chers auditeurs. Bonjour, nouvel enregistrement. Alors, il va falloir que je reprenne la main parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que j'ai pas enregistré et encore moins en solo. Et oui, on est déjà le 21 septembre et c'est depuis avant l'été que j'ai pas enregistré un podcast tout seul et on va voir si j'ai perdu la main. Mais là, j'ai plein de choses à dire, plein de choses passionnantes, enfin du moins qui moi m'ont passionné, qui m'ont vachement intéressé, plein de rebondissements aussi. On va parler du Grand Raid du Finistère et de ses coulisses. Tu sauras tout sur l'avant, le jour J, l'après, la suite. Je t'ai préparé un petit programme là, j'ai pris plein de notes histoire de rien oublier et puis ça va être chargé, ça va être dense, ça va être intense, ça va être particulier. Et puis tous ceux qui ont pu être présents sur ce GRF, eh bien, vous allez sûrement savoir des choses dans ce podcast que je n'ai jamais dit ailleurs pour le moment. Des choses qui sont peut-être passées complètement inaperçues à vos yeux de coureurs, de participants, voire même de bénévoles. Je vais être totalement transparent sur tout ce qui s'est passé. Il y a même un petit truc, j'ai hésité à le dire, mais je l'ai écrit, donc je le dirai et je te le garde ça pour la fin de l'épisode. Alors, déjà, on va commencer par parler de l'avant et quelque chose que je ne referai absolument plus jamais. Eh bien, c'est de placer mes vacances fin août parce que les derniers instants, les derniers moments d'un événement comme ça sont très intenses. Et puis, j'ai placé mes vacances. Enfin, c'est ma femme qui a changé de travail l'année dernière et qui n'a pas vraiment eu trop le choix sur ses vacances cette année et qui, du coup, a placé ses vacances fin août. Et en fait, j'ai pas vraiment profité de mes vacances, j'ai pas vraiment déconnecté complètement comme on aime le faire et comme on doit le faire en vacances, et ça c'est quelque chose que je ne reproduirai absolument jamais pour pouvoir être à 100% dans ce que je fais, que ce soit mes vacances, que ce soit l'organisation, et de pas être en train de faire des trucs pour l'organisation, en même temps avoir le cerveau qui pense à tiens faut faire ci, faut faire ça, parce que quand on est organisateur on doit avoir un œil partout, penser un petit peu à tout, et c'est quelque chose qui est très épuisant et on doit avoir le cerveau 100% à ce qu'on fait et pour éviter d'avoir des oublis, des imperfections et causer soit des problèmes de sécurité, soit du tort aux bénévoles aussi, soit des choses qui sont plus compliquées à gérer pour les bénévoles qu'elles ne l'auraient été si on avait bien préparé son événement. Faut savoir que je suis à la tête de toute l'organisation sur tous les sujets. Alors j'ai un groupe que j'appelle la direction, très pompeusement, qui m'aide sur certains sujets, mais principalement le jour J. Alors il y a Delphine qui m'aide quand même pas mal aussi avant. Il y a Thomas qui est aussi mon petit oreiller sur lequel je peux pleurer de temps en temps, et puis qui prend des décisions aussi et des choix stratégiques qu'on peut avoir sur une organisation comme ça. Mais la majorité des choses des décisions, je les prends seul, donc c'est un petit peu épuisant quand même, et ça demande un certain sang-froid, une gestion du stress et des prises de responsabilité aussi, et d'assumer aussi certains choix qui sont faits. Donc c'est quelque chose qui est épuisant, fatigant, et donc choisir ses vacances début août par exemple pour se laisser entre le 15 août et le 15 septembre en un mois pour la dernière ligne droite, ça me semble être tout à fait respectable et le minimum à faire pour une belle organisation. Donc ça c'est la première erreur que j'ai pu faire, mais ça c'est une erreur vraiment totalement perso et qui à mon avis c'est absolument pas vu sur l'organisation. Ensuite, le dossier préfecture. Alors, le dossier préfecture, c'est la hantise d'absolument tous les organisateurs. Faut savoir qu'on doit déposer un dossier en préfecture. Alors c'est si l'événement est sur plusieurs communes, si c'est sur une seule commune qui a moins de X participants, etc., c'est des dossiers qui sont beaucoup plus simplifiés et qui se gèrent au niveau de la commune. Mais bon, là, le Grand Raid du Finistère, t'imagines bien, on traverse 11 communes, 166 km, toutes les zones de protection possibles, imaginables, Natura 2000, Office national des forêts, Parc national régional armorique, Conservatoire du littoral, j'en passe et des meilleurs. T'imagines bien que la préfecture met son nez là-dedans. Et c'est tout à fait honnête et
est respectable et je remets pas du tout en question le fait qu'il faille pas que la préfecture le fasse. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire et que chacun ne fasse pas n'importe quoi et qu'on accueille les coureurs et les personnes qui assistent à notre événement dans des conditions de sécurité optimales, que ce soit pour les coureurs mais aussi pour l'organisateur, parce qu'il vérifie tout. Est-ce que l'assurance de responsabilité civile de l'événement est correcte? Est-ce que la sécurité qu'on a mis en place, elle est correcte, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que l'événement de Le Grand Raid du Finistère, c'est en septembre, et que ce dossier-là, faut le déposer 2 mois avant l'événement, soit en plein pendant les congés. Donc c'est assez compliqué d'avoir des réponses de la part des institutions pendant le juillet-août. Donc c'est toujours très très délicat, et l'année prochaine j'essaierai de faire ce dossier préfecture en mai, ou en mois de mai au moins, le truc il est déposé, et puis en juin j'ai le coup de tampon, parce que là les coureurs ne l'ont pas su, mais j'ai eu le coup de tampon et l'autorisation de la préfecture le jour même de l'événement, le matin de l'événement. Je me réveille, j'avais le coup de tampon la veille au soir, je l'avais pas. Donc c'est quelque chose qui est très stressant pour un organisateur, parce qu'on doit faire comme si de rien n'était, parce qu'on peut pas dire aux coureurs je sais pas trop si ça va se faire, parce que la préfecture m'a pas donné le coup de tampon. Non, on doit communiquer comme si tout allait se passer, sans en être complètement sûr, c'était quand même quelque chose qui était ultra stressant et qui nous a valu des nuits assez courtes dans la dernière semaine de l'événement. Et puis quand j'ai eu au téléphone quelqu'un qui venait de Nouvelle-Calédonie pour l'événement, Dominique, qui a terminé d'ailleurs le Grand Raid du Finistère, et quand j'ai su qu'elle venait de Nouméa pour l'événement, je me disais que c'était impossible de ne pas donner le départ, et ne pas donner ce départ à cause d'un dossier préfecture, ça m'aurait vraiment frustré, pour tous ces gens en fait qui sont venus de loin, qui ont préparé, qui ont investi, alors pour moi aussi évidemment, vu tout le temps et le travail que j'y ai consacré, ça m'aurait vraiment ennuyé, et toutes ces projections dans ma tête que je me suis fait sur l'événement, ça m'aurait vraiment bouleversé, j'avais dit à ma femme que si l'événement il pouvait pas se faire, je m'en remettrais pas, et je crois que j'aurais vraiment accusé le coup très fort. Donc heureusement tout est bien qui finit bien. L'événement s'est déroulé, on a eu le coup de tampon donc le jour même de l'événement, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'avais gardé un petit peu secret pour les coureurs, mais voilà, si tu es coureur, c'est que ça s'est joué à rien. Ensuite, le dossier de gestion des bénévoles. Les bénévoles, c'est mes perles, c'est des gens qui sont fabuleux, qui sont exceptionnels. Sans eux, le Grand Raid du Finistère n'existerait pas. Je trouve que j'en ai vraiment pas pris assez soin cette année encore, parce que j'ai vu plein de choses à améliorer pour leur confort, pour leur identification aussi, mais ça demande aussi des moyens, et cette année j'avais fait très peu de recherche de partenaires, donc les ressources financières pour prendre soin des bénévoles et des coureurs, elles étaient ultra limitées, donc on a fait avec ce qu'on avait. Faut savoir que le dossard il est pas cher, il est à 120 € pour le solo, sachant que les relais, donc relais à 2 étaient à 160 et relais à 4 180, donc pour ça les coureurs ils ont un petit mug avec logoté Grand Raid du Finistère et un t-shirt, et puis la sécurité qui va avec l'assistance aussi de podologue, kiné, tout ça, ces gens là faut les équiper, le matériel médical coûte cher. Il y a aussi des rapatriements, c'est des navettes qui viennent chercher les coureurs. Il y a aussi l'envoi de sacs ravitaillement et de location de matériel pour toute cette logistique. Tout ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Voilà, donc certains pourraient trouver ça cher, à 120 € alors qu'il n'y a pas de ravitaillement. Il faut savoir que le ravitaillement, ça coûte pas tant que ça, parce que souvent il y a des partenariats avec les supermarchés. C'est pas ça qui coûte très cher. Donc
Toujours est-il que l'événement il est pas cher quand on compare avec d'autres ultras qui sont plutôt aux alentours de 1 € le kilomètre. D'ailleurs je pense que l'année prochaine le prix augmentera encore parce que plus on augmente de taille et plus les structures doivent s'adapter, plus ça demande de moyens, plus on doit louer du matériel, etc. etc. Bon, il y a des choses qui s'amortissent, que tu le fasses pour un coureur ou pour 100, c'est la même chose. Par exemple une salle, si tu la loues pour une personne ou pour 100, si elle est dimensionnée pour 100, finalement ça te coûte le même prix de la location. Donc on va voir sur ce sujet du prix de l'inscription. Ça c'est quelque chose qui n'est pas encore statué, décidé. On verra, mais à mon avis ça augmentera quand même un petit peu pour augmenter le rendement aussi de l'événement et qu'il puisse se durer et pérenniser dans le temps, parce que au bout d'un moment plus tu te développes, et aussi plus ça demande des ressources humaines, parce que ça prend du temps d'organiser tout ça, et sans argent et sans finalement presque sans salariés, c'est quasiment impossible en fait à faire. Là moi je l'ai pris sur mon temps, je gagne pas d'argent avec cet événement. C'est une association à but non lucratif qui organise l'événement derrière, donc c'est comme ça que c'est fait pour le moment. À voir si ça continue dans le temps. Cette année on avait aussi modifié l'emplacement du départ pour le mettre en centre-ville de Telgruc, sur la place de l'église, pour essayer de dynamiser le centre et pas avoir des coureurs qui sont excentrés par rapport au centre, essayer de faire venir les locaux pour encourager les coureurs. Ça a plutôt bien fonctionné sur le départ, il y avait du monde. J'ai vu des têtes connues de Telgruc qui n'étaient pas du tout en lien avec un assistant ou des bénévoles ou quoi. J'ai vu des gens qui venaient juste pour voir comme ça partir les coureurs, et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. À voir là aussi si le lieu de départ ne changera pas l'année prochaine. Peut-être que pour 100 ça suffit, pour 500 c'est peut-être un peu léger, et à voir c'est aussi ce sujet. Peut-être qu'on modifiera encore le lieu de départ. Il y a quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, on est toujours dans l'avant de ce Grand Raid du Finistère, c'était la communication avec les coureurs du Grand Raid du Finistère. Pour moi, un coureur qui vient sur ton événement, c'est comme quelqu'un qui achète un produit ou un service c'est acheter un service finalement, et c'est comme quelqu'un qui achète un produit sur un site en ligne, et pour moi, quand tu achètes un produit, je sais pas, par exemple, un vêtement, tu dois avoir une réponse à une question que tu te poses presque instantanément. C'est quelque chose auquel je tiens, et pour moi, je trouve pas ça normal qu'un organisateur n'apporte pas de réponse à un coureur qui pose une question, et encore moins dans les 24, voire 48, voire même la semaine qui suit. Surtout quand on s'inscrit à un événement aussi engageant et aussi stressant qu'est un ultra trail, qui demande autant de préparation. Bon, on s'inscrit à la course du village, je dis pas qu'il faut avoir réponse à toutes les questions et qu'il faut apporter des précisions à tous les coureurs tout le temps. C'est quand même compliqué et c'est chronophage, mais sur un ultra trail, je trouve ça vraiment important d'apporter une réponse à tous les coureurs. Pour ça, j'avais créé un groupe WhatsApp entre les coureurs qui pouvaient échanger entre eux. Au bout d'un moment, c'était même les coureurs qui répondaient à ma place. Au début, c'est moi qui répondais à vraiment toutes les questions, et au fur et à mesure, c'est quand il y avait des coureurs qui arrivaient en fait au fur et à mesure, parce que tous les coureurs n'étaient pas là dès le départ, et qui reposaient des questions qui avaient déjà été posées, et bien c'était les coureurs qui répondaient eux-mêmes. Ça a créé des connexions aussi pour le jour J. Donc ce groupe WhatsApp il est vraiment super chouette, et puis ça a fait aussi des petits délires avant l'événement, et puis ça a mis un petit peu d'ambiance, ça a commencé à faire chauffer, chacun se donnait des recommandations aussi sur les chaussures, sur la préparation de son sac. Ça a dynamisé un petit peu aussi cet événement, surtout sur l'avant. Ça a créé déjà une petite ambiance. Ensuite, quelque chose auquel je tiens, c'est que chaque coureur puisse partir avec vraiment toutes les informations. Tout le monde ne lit pas le règlement. Moi, le premier, quand je m'inscris à une course, je jette pas la pierre du tout à ceux qui ne le lisent pas, parce que c'est vrai que c'est souvent indigeste. Alors, moi, j'aime bien ce qui est beau, ce qui est visuel, j'aime bien essayer de faire en sorte que les choses soient claires. Et le règlement, je l'ai un petit peu embelli. Vous pouvez aller le voir, il est toujours public sur l'inscription Next Run. Donc le règlement,
c'est quelque chose que je trouve doit être esthétique. Donc le problème, c'est que tout le monde ne le dit pas, et pour rappeler les points principaux de l'événement et de la course, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait les principaux points en plusieurs mails, et les coureurs recevaient un mail avec un résumé, donc ça faisait allez, une dizaine de lignes pour tous les par exemple le retrait des dossards, comment ça va se passer, étape 1, il y a la liste à l'entrée, ensuite on va te demander ton numéro de dossard, tu dois l'avoir, ton dossier doit être complet, ensuite tu vas devoir aller faire ci, ça c'était écrit, et en plus j'avais tourné une vidéo expliquant la même chose pour les coureurs, avec des fois des petits détails en plus. Mais tout ça, c'était des moyens de communication pour essayer de donner un maximum d'informations aux coureurs, essayer de fluidifier aussi le parcours, que les coureurs sachent où est-ce qu'il faut se garer, où est-ce que c'est le retrait des dossards, où est le départ, à quelle heure, voilà. Donc il y a eu des petits cafouillages, des choses à améliorer, des modifications de dernière minute, des modifications de règlement aussi. La barrière horaire, la première, était un peu stricte. Je m'en suis rendu compte un peu tard, et j'ai voulu apporter une latitude et une flexibilité aux coureurs en autorisant une demi-heure de plus. Et finalement, j'ai bien fait, parce que y en a beaucoup qui ne seraient pas passés en fait. Elle était à 22h à l'origine, 22h30 ensuite. Donc heureusement que j'ai modifié cette barrière horaire. Et d'ailleurs, à ce sujet, les barrières horaires ne bougeront pas pour l'année prochaine, parce qu'elles étaient, à mon avis, très bien calibrées pour rendre la course difficile mais pas impossible. La préparation des sacs, pour chaque coureur avait un sac avec dedans son dossard, les petites étiquettes pour leur sac ravitaillement. Je rappelle que le Grand Raid du Finistère, c'est un événement sans balisage, et où on amène 4 sacs que les coureurs ont préparés eux-mêmes, et on les amène sur donc des points du parcours qui sont déjà identifiés, donc Argol, Lanvéoc, Camaret et Cap de la Chèvre. Donc ça fait environ tous les 35 à 40 km. Donc ces sacs-là, bien c'est à eux de les préparer, mais nous on avait donc préparé des petits sacs avec les dossards, un petit lot, il y avait une tasse et un t-shirt. T-shirt magnifique d'ailleurs, il me reste des tailles enfants, si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe. Les t-shirts sont toujours accessibles à la vente, alors c'est 19,90€ de mémoire, et donc il me reste plein de tailles enfants, taille XS aussi pour les femmes, et donc ça c'est mon fils et moi qui l'avons préparé, et mon fils il a 6 ans, hein. J'ai été impressionné par sa patience, parce que c'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux. Ça nous a pris une journée à faire pour préparer tous ces sacs. Donc on a fait ça ensemble, et j'ai trouvé ça un moment de partage très cool avec lui le mercredi avant la course. Donc ça c'est quelque chose qu'on a bien apprécié, et que voilà, c'était un peu prise de tête à la fin. Ça fait mal à la tête parce qu'il faut être bien concentré, mais c'était un bon moment aussi. Alors le jour J approche, arrive, ça y est, on y est, le jour J. Moi je me suis trouvé plutôt serein, bizarrement. Voilà, c'est un événement qui est quand même, pour un organisateur, qui est quand même stressant, parce qu'on met sa responsabilité quand même. On est responsable des gens qu'on envoie sur le sentier, on est responsable de l'organisation qu'on a mis en place, de tout ce qui se passe en fait sur la course, et finalement c'est un risque qu'on prend quand on envoie des coureurs comme ça sur le sentier de nuit, par tous les temps, et je me suis senti plutôt serein, peut-être grâce à tout ce travail fait en amont pour avoir des gens de confiance qui sont répartis sur tous les postes en amont, et j'avais totale confiance en mes bénévoles, aux gens de la direction aussi, et c'est ça a vraiment aidé aussi à faire que l'événement s'est passé plutôt sereinement pour moi. J'ai eu à cœur aussi je voulais rester à l'entrée de la salle. À l'origine, au final, le plan s'est pas vraiment déroulé comme ça. Je suis resté à papillonner un peu dans la salle, à discuter avec les gens, aller voir si tout se passait bien. J'avais pas de rôle vraiment précis ce jour-là, mais j'avais à cœur de pouvoir aller discuter avec les gens, discuter avec les coureurs, savoir comment ça allait, prendre la température un petit peu partout. Voilà. Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va là? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Est-ce que je peux vous être utile dans telle ou telle tâche? Comment est-ce que je peux vous aider? Ça, c'était quelque chose qui vraiment m'importait de pouvoir être là et pas être
à une tâche précise. Bon, au final, il a fallu que je fasse des choses, évidemment, le jour J, qui n'étaient pas prévues, mais parce qu'on avait oublié, par exemple, de faire des affiches pour indiquer les lieux principaux de la course. Je l'avais indiqué en amont, mais par exemple, les douches qui sont au stade de foot de Telleruck, quand on arrive sur la place de l'église, ou quand on est à la salle polyvalente, il faut qu'on puisse se diriger et puis savoir où est-ce qu'elles sont, parce que après 166 km t'as plus toutes tes idées claires. Bon, il faut quand même pouvoir suivre un petit balisage sommaire pour pouvoir aller jusqu'aux douches. Bon, ça, les affiches, on avait oublié de les faire. Bon, il a fallu que je fasse les visuels, voilà, et tout ça, c'est des petites choses que t'as à faire le jour J qui étaient pas prévues, mais c'est comme ça, on s'adapte. Ensuite, donc vient le départ. Donc moi, je suis très, j'aime bien quand les choses se font à l'heure. Voilà, on arrive à l'heure. On est le départ. Si c'est marqué 17h, c'est pas 17h15, c'est 17h. J'avais prévu un briefing un briefing, non, un regroupement des coureurs à 16h40 derrière la place de l'église. J'avais imaginé un scénario d'arrivée des coureurs jusqu'à la ligne de départ où je leur disais un petit mot en fait juste derrière la place de l'église. En fait, ce petit mot, il a été vraiment très petit parce que je voulais pas faire de briefing parce que de toute façon personne ne l'écoute. Le mot du maire, personne ne l'écoute non plus. Il y a toujours Jean-Claude qui discute avec Bernard pour savoir comment s'est passée la rentrée de ses gosses, pendant que le maire, il nous raconte que la commune est vraiment très fière d'accueillir les coureurs et bravo, et comment vous faites pour faire autant de bornes. Tout ça, c'est des choses que moi je voulais pas voir. Pour moi, les coureurs sont déjà dans leur bulle, où ils ont envie mais pas envie. Pas d'envie d'écouter une énième fois des consignes mis à part des petites choses qui auraient été oubliées avant le retrait des dossards. Mais une fois qu'on est là, pour moi, c'est bon, on est dans la course, on est dans sa bulle, on se concentre et c'est parti. J'avais imaginé un scénario où les coureurs avançaient un peu comme un cortège avec un sonneur, donc un joueur de cornemuse, qui jouait jusqu'à la ligne de départ. De là, en fait, on devait faire un hommage à un coureur qui est malheureusement décédé, Lucas, qui devait participer, et puis juste après donner le départ. Au final, ce petit à 16h40, les coureurs étaient là. 16h42, j'avais fini mon briefing. 16h45, les coureurs étaient sur la ligne de départ. Donc, il restait un quart d'heure avant le départ, et ça a été un petit peu long, j'ai trouvé. Des coureurs, personne me l'a dit. Il y a un coureur qui a dit que c'était un peu long, mais personne sur la ligne de départ s'est impatienté. Du moins, j'ai pas vu sur les visages que c'était si long que ça. Mais moi, je l'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était pas assez fluide. Alors, il y a quand même eu cet hommage qui a été fait à notre cher Lucas qui est décédé. On a aussi pu faire la cérémonie, la remise classique du petit drapeau breton à celui qui vient du plus loin. Bon, voilà, c'était Dominique qui venait de Nouvelle-Calédonie. Elle a battu tout le monde à plat de couture pour cette année. Ça, c'était sans débat. Et donc à 17h est donné le départ sur l'air du joueur de cornemuse qui a sonné le départ. Donc le départ était vraiment très chouette. En plus, ils ont eu un super temps. Et ensuite, on est parti sur le suivi de course. Et là, l'enjeu pour moi, c'était d'aller sur chaque point d'eau, pour justement voir en fait tout ce que j'avais imaginé. Est-ce que finalement ça s'articule comme je l'avais imaginé? Alors le premier point d'eau, c'était à Landévennec. Et à Landévennec, en fait, cette année, j'ai encore une fois, comme l'année dernière, voulu qu'il n'y ait absolument aucune bouteille plastique sur le parcours, pas d'eau. Pardon. Je vais essayer de pas m'étouffer.
Et je voulais qu'il y ait absolument aucune bouteille d'eau. Alors ça en a frustré certains des coureurs parce que ils trouvaient qu'il y avait un petit peu de goût de chlore dans l'eau du réseau public. Ouais, c'est vrai, en fonction des sensibilités de chacun. Moi j'ai pas trouvé, mais en même temps je bois toujours de l'eau du robinet, peu importe où je vais, partout. Et je suis pas dérangé par ça. Mais je comprends que ça puisse déranger certains. C'est quelque chose qui changera pas. Des coureurs m'ont dit, ouais, tu pourrais mettre quand même de l'eau minérale ou sur les ravitaillements. Bah non, il y en aura pas. J'ai pas envie de mettre des bouteilles plastiques. Alors ça crée une certaine injustice avec ceux qui ont des assistances, ceux qui en ont pas. C'est vrai, j'en ai conscience, mais l'organisation fait en sorte qu'il y ait de l'eau potable sur les points d'eau et celui qui ne souhaite pas bénéficier de cette eau potable, c'est à lui de s'organiser pour avoir une autre eau. Voilà, donc je suis peut-être un peu cash et catégorique là-dessus, mais c'est comme ça et ça changera pas. Donc le premier point d'eau, Sainte-Marie-du-Minésome, j'ai pu aller constater le premier couac de l'organisation. En fait, il s'avère que ce point d'eau-là est sur un parking public avec des toilettes publiques. Et sauf que juste avant d'arriver à ce parking-là, on est sur une voie privée. Donc ça je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait un passage qui longeait une ferme qui était privée. Ça je le savais. C'est quelque chose dont j'étais au courant. J'avais été voir la ferme bien en amont. J'avais leur accord. Ils avaient ils s'étaient organisés avec leurs vaches pour pouvoir les mettre ailleurs, etc. Pour pas que ça perturbe le troupeau. Bref, tout ça c'était prévu, c'était organisé bien longtemps en avance. Sauf que il y avait une petite portion de peut-être 50 mètres où c'était un passage devant des gîtes et c'était une voie privée. Donc j'étais pas au courant, donc du coup c'était bien que je sois là pour aller faire un petit peu de politique et puis de m'excuser et de dire à ces gens pourquoi est-ce que comment ça s'était passé, etc. Et donc l'année prochaine, bon évidemment j'irai voir ces gens pour les prévenir et puis avoir leur autorisation bien évidemment. Donc c'était bien que je sois là et aussi pour voir il y avait le nombre d'accompagnateurs était important et donc le nombre de véhicules qui se rendaient sur ce point-là était aussi important. Je pense que l'année prochaine, ce qui serait pas mal à faire, c'est de mettre une navette qui part à cet endroit-là pour pouvoir envoyer les personnes qui souhaitent voir les coureurs et limiter le nombre de véhicules qui se trouveront sur place parce que finalement le parking était plein de voitures et le point d'eau il était noyé dans les voitures. Donc là l'organisation à cet endroit-là était un petit peu revue. Doit être un peu revu. Et puis, ça donnait des voitures qui se garaient le long de la route. C'était pas non plus hyper sécuritaire. Après, je me suis dit, quand tu veux, comme moi, quand ça fait 2 fois là, que je vais à La Réunion, je vais y aller encore une 3e fois, je vois certains points d'eau et certains points de ravitaillement où les voitures se garent sur des kilomètres et des kilomètres pour aller voir les coureurs et où il faut marcher plusieurs kilomètres pour des fois aller jusqu'au point de ravitaillement. Bon, on n'en était pas là, on était très loin de ça, mais je pense quand même qu'en augmentant le nombre de participants, forcément ça va augmenter le nombre d'accompagnateurs et donc il va falloir mettre en place des systèmes de navettes et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le prix du dossard, c'est des choses qu'on doit aussi, c'est un coût de mettre des navettes parce que les chauffeurs de bus ils travaillent pas gratuitement donc ça c'est quelque chose aussi qui va être à prendre en compte pour l'année prochaine. Ensuite, je suis allé à Argol pour prendre la température, voir comment est-ce que mon cher Sylvain avait organisé son ravitaillement. Donc je suis allé là-bas, il faisait jour, j'ai pu voir arriver les premiers, voir comment est-ce qu'ils étaient. C'est toujours bien d'avoir arrivé les premiers parce qu'au moins on sait qu'il n'y a pas de problème de trace sur le parcours en tant que tel. Bon, ils font des erreurs, mais ça c'est lié à l'orientation, c'est comme ça, il y a des erreurs. Donc j'ai pu voir aussi comment est-ce que le site était organisé. Ça permet aussi encore une fois de
se dire bah tiens l'année prochaine peut-être qu'on fera plutôt comme ci ou comme ça. Là le site était plutôt bien organisé, c'était très carré, il y avait quelqu'un qui était à l'entrée qui donnait le numéro de dossard, comme ça ceux qui étaient au PC paf ils cochaient, ceux qui étaient au sac ils préparaient les sacs, etc. C'était plutôt fluide et plutôt bien. Il y a juste maintenant l'enjeu ça va être de gérer les flux. Donc quand je dis gérer les flux, c'est le coureur arrive, il va dans point A, point B, point C, point D, et puis ça doit être fluide en fait. Quand tu arrives sur le ravitaillement, ça doit être très visuel. Le coureur il doit suivre un chemin jusqu'à repartir en fait. Et ça, c'est quelque chose qui doit être là encore amélioré. Ça doit être un petit peu un parcours en ligne en fait. Il ne doit pas arriver dans un sens, repartir dans l'autre, aller là-bas, 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 là-bas en étoile, là, parce que sinon quand tu repars, tu sais pas par où repartir, et ça c'est quelque chose qui est pas hyper confortable pour le coureur, et ça on améliorera un petit peu ce point-là aussi. Donc là après quand je suis parti d'Argol, il faisait nuit, et là ça a commencé à être le moment le plus chaud de la course. La grosse flotte est arrivée, on voyait déjà les éclairs au loin qui éclairaient le Ménésum, et donc là l'orage commençait à arriver. Et donc moi j'avais dit je vais aller au prochain point d'eau, donc le point d'eau de Landévennec, et là donc c'est kilomètre 50 et quelques, 54 je crois de mémoire, je m'étais dit bon je vais aller voir là, ceux qui sont sur le point d'eau, et puis voir comment est-ce que les coureurs sont, et là j'arrive là-bas, c'est une pluie mais torrentielle, diluvienne, ça tombait. Je me rappellerai toujours de voir cette personne dehors, qui est Auréline, qui accompagnait Michael qui a terminé 4e d'ailleurs, qui était là-bas sous la pluie, en train de l'attendre, son homme qui était sous l'eau, la pauvre, elle était trempée jusqu'aux os. Je lui propose de rentrer dans le véhicule, elle m'a dit bon non, maintenant que je suis mouillé pour mouiller, il arrive de toute façon, il est là en peu de temps, c'est bon, merci, c'est gentil. Donc on arrive là, les deux bénévoles qui étaient donc Julien et sa femme qui étaient au point d'eau, je leur donne la consigne. À partir de ce point-là, vous mettez en place un contrôle matériel obligatoire. Donc chaque coureur qui n'a pas de veste doit être arrêté. Donc j'envoie une navette à cet endroit-là, et tous les coureurs qui n'ont pas de veste, qui étaient dans le matériel obligatoire, ils repartent pas. Ceux qui n'avaient pas de veste, on les a arrêtés jusqu'à ce qu'ils en aient une. Alors ça a donné des situations un peu cocasses, parce que il y a un coureur qui s'est fait prêter une veste par un des assistants qui était là. Il y a des coureurs qui ont dû faire venir une veste de la part de quelqu'un qui connaissait. Du coup pour eux c'était un peu dommage, parce qu'ils ont dû s'arrêter, mais bon en même temps c'était dans le matériel obligatoire. Et puis on pense souvent que la veste, ça va être pendant la course, mais en fait, c'est surtout en courant, en fait, on n'a pas si froid que ça, parce que là, il pleuvait, mais il n'y avait pas de vent, il faisait pas très froid. Mais imagine, tu te blesses, tu te fais une cheville, tu te fais un genou, tu es dans l'incapacité de continuer à te déplacer. Surtout que la zone qui est entre Landévennec et Lanvéoc, elle est très difficile d'accès pour les secours, donc ça mettra forcément un petit peu de temps avant que les secours arrivent à toi, cher coureur. Donc tu dois avoir quelque chose pour te protéger, et c'est aussi pour ça le matériel qui est obligatoire. C'est en cas de blessure, en cas d'arrêt de la course, tu vois, quand moi je suis resté bloqué tout en haut du col les passeurs de Pralognan, en 2021 sur la TDS, quand le coureur est tombé et qu'on est resté 4 heures en pleine nuit tout en haut là, j'étais bien content d'avoir tout ce matériel de sécurité avec moi. Et ceux qui ne l'ont pas, il faut avoir ça en conscience. Et puis en plus, souvent ceux qui ne l'ont pas, c'est ceux qui sont dans le peloton, ils en ont rien à cirer de la gagne, et on n'est pas à 200 grammes près les gars. Donc prenez bien le matériel obligatoire, si on le donne, c'est pas pour rien. Si chaque organisateur met en place une liste de matériel obligatoire, c'est pas pour rien, donc on l'a. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un coureur qui a fait la portion Argol-Lanvéoc, pieds nus, torse nu. Si j'avais vu ce coureur-là au départ d'Argol, il serait jamais reparti.
Donc il serait jamais parti parce que il n'avait pas le matériel obligatoire et le matériel il était pour tout le monde. Alors lui il faisait uniquement le relais. On demande aussi du bon sens, mais ce coureur-là, si je l'avais vu partir comme ça, il serait jamais parti. Et ça, c'est quelque chose auquel je devais devoir faire de la prévention auprès des bénévoles sur place pour mieux donner les consignes en fait du matériel que doivent avoir les coureurs. Et ça, c'est ma responsabilité. Ensuite, ce petit passage rappel de consigne étant dit, donc moi je reste pas longtemps à Landévennec parce que de toute façon je peux pas sortir, il fait nuit, il flotte à torrent, donc une fois que j'ai vu comment ça se passait, je suis parti à Lanvéoc pour le prochain point d'eau, prochain ravito. Et donc là, j'arrive là-bas. Ils avaient décoré leur site d'une main de maître. Encore une fois, on avait changé de lieu parce que l'autre lieu est en rénovation énergétique. Et cette année, donc on était sous les halles de Lanvéoc et c'était un lieu qui s'y prête très bien. Il est plus grand et les bénévoles avaient installé des décorations. Ils avaient même installé un écran géant avec le suivi de course. Donc ça c'était très chouette, une belle ambiance sur ce ravitaillement-là, musique, barbecue, tout ce que tu veux. On a eu une petite visite de la gendarmerie aussi qui se demandait qui c'est tous ces coureurs, qu'est-ce qu'ils font exactement. Ils étaient impressionnés, admiratifs. Ils sont restés là une bonne demi-heure. Et puis c'était un moment de partage très cool avec les gendarmes de Lanvéoc. Et puis arrivent les premiers. Alors donc le premier qui était Vivien Laporte arrive, il reste là 1 minute 30 et il repart. Impressionnante fraîcheur, il était franchement il adorait cette température, il était en débardeur, short court, la pluie comme ça le dérange absolument pas et il me semblait vraiment du très très frais. Ensuite arrive Aurélien, le cuisinier, lui qui avait pas d'assistance. Je lui ai rempli ses flasques, voilà, l'organisateur remplit aussi les flasques des coureurs. Ça c'est voilà, j'ai discuté un petit peu avec lui, il était impressionné de la vitesse et de l'avance qu'avait il avait presque un quart d'heure d'avance à ce moment-là, Vivien Laporte. Donc il prend son temps, contrairement à Vivien. Aurélien lui il a pris son temps, il a bien mangé, il s'est bien ravitaillé, enfin voilà, il a vraiment pris son temps. Et puis ensuite il est reparti et moi aussi. Ensuite donc je suis allé à Landévennec là pour encore une fois prendre la température, voir comment est-ce que le point d'eau est organisé. Là je dois dire qu'on a été vraiment ultra minimaliste sur l'organisation. Pourtant, on est dans un hangar qui s'y prête très bien à faire quelque chose de sympa, autant pour les accompagnateurs qui sont là en pleine nuit que pour les bénévoles qui attendent les coureurs. Antoine qui gérait le point là-bas, lui il s'est engagé à ce que l'année prochaine ce soit un fest-noz là-dedans, qui est une vraie fête avec des animations, des jeux, va te décorer ça. En plus, on n'est pas trop embêté par le voisinage, donc il y a de quoi faire quelque chose de sympa et d'un peu plus sympa pour l'année prochaine avec plus d'animation. Ça, c'est clair. Ensuite, je vais à Camaret, je vais là-bas, les coureurs sont encore loin d'arriver, ils ont passé la pointe des Espagnols, donc il y a encore plusieurs, une bonne grosse dizaine de kilomètres avant d'arriver au ravitaillement. Et là, donc je reste pas très longtemps parce que j'ai le PC Sécu qui m'appelle en me disant Vivien a déclenché sa balise, chaque coureur est équipé d'une balise et il faut que tu ailles voir. Faut que quelqu'un aille voir. Sauf que là, à cet endroit-là, il y a l'équipe médicale qui est à Lanvéoc et puis il y a moi qui est à Camaret. Et du coup je dis je vais voir ce qui lui arrive. On n'arrivait pas à le joindre, moi j'avais tout ce qu'il fallait avec moi, donc je vais le voir et puis on ira à son secours si jamais il y a besoin. Donc je vais voir, je rejoins Vivien et j'arrive à son niveau et puis je le vois en pas très bonne posture. Alors il avait déclenché sa balise sans faire exprès, en fait il s'était allongé quelques instants et ça avait appuyé sur la balise et puis il me dit j'ai des problèmes digestif, j'arrive pas à m'alimenter, c'est compliqué, je vomis, etc. Ça va être compliqué. Donc de là, je savais que ça allait être compliqué pour Vivien de terminer la course et effectivement arriver à Camaret.
eh ben, je vois qu'il coupe en fait au droit. Clairement, il coupe au droit, au plus court, pour rejoindre la base de Camaret. Et puis, ben, il décide d'arrêter là à cause de ses problèmes d'alimentation. Donc bah, du coup ça rebat un petit peu les cartes. Lui qu'on voyait grand favori, finir très largement devant tout le monde, eh bien non. Donc encore une fois en ultra trail, c'est pas parce que t'es devant pendant 100 bornes que t'es devant jusqu'à la fin. Et ça fait aussi toute la beauté de ce sport. Donc Vivien est hors course et donc Aurélien reprend la tête de course. Faut savoir aussi qu'en favori, j'avais aussi Florent Beaufils qui est déjà passé 2 fois sur le podcast et qui a réalisé le logo de l'Instinct Outdoor et aussi du Grand Raid du Finistère. Donc Florent qui lui a arrêté à Landévennec aussi parce que il s'est perdu juste après l'Anvéoc, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs qui ont raté le sentier côtier. Ils ont pris la plage. Donc faut savoir que cet endroit-là, alors le Grand Raid du Finistère, c'est sans balisage, ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, mais je veux aussi que ce soit un événement qui se déroule en pleine sécurité pour les coureurs. Et là, il faut avouer que le passage de nuit pour trouver le sentier côtier, il n'est pas évident. Moi-même, quand j'ai fait le Grand Raid du Finistère en 2020, je m'étais trompé à cet endroit-là. Pourtant je connais bien le parcours, mais voilà. Donc c'est un endroit où l'année prochaine il y aura un balisage. Il y aura quelque chose pour signaler aux coureurs qu'il ne faut pas aller sur la plage, il faut monter sur le sentier côtier. C'est juste après le ravitaillement de l'Anvéoc, et puis mettre quelqu'un ou quelque chose pour que les coureurs ne se trompent pas à cet endroit. Ça me paraît nécessaire en termes de sécurité. Voilà, donc ça c'est pas de l'erreur des coureurs, parce que quand tu fais du suivi de trace, mis à part ceux qui ont fait des reconnaissances ou qui connaissent le parcours, quand tu fais du suivi de trace, t'es pas non plus à 5 mètres près et rater ce sentier côtier là, c'est assez facile. Donc je mettrai quelque chose l'année prochaine pour orienter les coureurs. Donc du coup Florent lui il s'est trompé de passage, il est passé sur la plage, ça l'a bien amoché, surtout quand il s'est rendu compte qu'il avait fait des kilomètres en trop, et donc il a dû faire demi-tour, reprendre le sentier qui est pas facile en soi en plus. Il s'est abîmé les pieds, et donc il a dû arrêter à Landévennec, à Roscanvel sur le point d'eau de Roscanvel où sa femme l'attendait. Donc du coup, dans nos 3 favoris qu'on avait, donc Vivien, Florent et Aurélien, il reste plus qu'Aurélien. Et puis derrière, il y a donc d'autres coureurs qui suivent, avec Raphaël Fourne et Mathieu Drillon, qui suivent de très près. Et ça donne une fin de course hyper intéressante pour savoir qui va remporter ce Grand Raid du Finistère. Donc moi je retourne après Camaret, donc après avoir rendu visite à Vivien. Je retourne à la base pour faire le suivi de course avec Thomas. On avait une interface administrateur où on pouvait suivre chaque coureur, voir tout ce qui se passait. On avait, en fait, les coureurs pensaient qu'il n'y avait pas de checkpoint, mais de contrôle de passage. Mais en fait, il y en avait. C'est des points de passage qui sont cachés ou complètement connus, comme les points d'eau sur la course. Et on sait s'ils ont coché tous les points de passage indispensables de la course, qu'ils n'ont pas coupé à certains endroits, parce que c'est quand même important de savoir que les coureurs aient bien suivi la trace, surtout quand t'as pas de balisage, pas de gens qui sont là à l'orientation. C'est important de savoir si tous les coureurs ont bien suivi la bonne trace, et c'est comme ça qu'on le sait. Donc il y avait des points d'eau qui étaient un peu excentrés, comme celui du camping de la plage de Goulien ou de Roscanvel, où les coureurs ils avaient des assistants, et je disais allez quand même jusqu'au point d'eau pour pouvoir cocher les checkpoints, sinon ça va vous donner des pénalités et ce serait dommage. Bon, du coup tout le monde n'avait pas bien compris ça, mais c'est quelque chose qui se fait virtuellement en fait. C'est des points qui sont mis de façon GPS sur la carte, où ça valide quand on passe dans un certain périmètre autour de ce point là. C'était ça les checkpoints à valider. Donc je retourne avec Thomas à la base vie, à la base principale, au PC course, et donc lui il a passé toute une nuit à
à assister les coureurs. Il a eu plus de 255 appels pendant cette journée où il a dû aider les coureurs, les assister à distance, les aiguiller, déclencher des secours, les conseiller aussi. Thomas a été vraiment l'un des piliers de la réussite de cet événement parce que il a fait un travail monstre. Il a passé une nuit blanche à aider les coureurs qui en avaient besoin, à vérifier qu'ils étaient bien sur le parcours, à vérifier aussi que chacun suivait les bonnes traces, à détecter des anomalies, on en parlera plus tard, de tracés. Et donc il a fait un gros boulot et je suis resté avec lui bien une bonne grosse heure pour vivre ça avec lui et puis pour l'épauler aussi et prendre des décisions en cas de besoin. Et puis ensuite je suis parti dormir parce que l'édition précédente on avait terminé vraiment tard, on avait terminé à 3h dans la nuit de samedi à dimanche, on avait terminé à 3h et faire 2 nuits comme ça, une nuit blanche plus une nuit jusqu'à 3h, je me sentais pas, donc je suis parti dormir 2 heures. Et je me suis réveillé pour être présent à l'arrivée des premiers du relais. Donc les premiers du relais arrivent. Donc là c'est grosse fête, émotion parce que c'est quand même tes premiers coureurs de ta boucle à en venir à bout de ce parcours. Donc c'est la team Leclerc Châtelain. Ils ont mis 15h06 à faire la boucle. Donc ça fait du 12 km/h quasiment de moyenne tout du long. Donc c'est quand même très costaud, très costaud. Moi j'avais vu la team Running Conseil Brest et eux qui pouvaient se tirer la bourre et ça s'est joué dans le dernier relais, le dernier relais c'est 54 km, ils sont partis quasiment en même temps de Camaret, donc ça donnait une fin de course avec un bon suspense pour savoir qui allait terminer en premier et finalement à l'arrivée il y a presque 40 minutes d'écart. Les deuxièmes, donc Team Running Conseil Brest, ils terminent à 15h44 sur l'arrivée. Donc grosse perf aussi, attention, ça c'est pas du petit coureur qui fait ça, et il faut trouver 4 copains qui envoient du lourd pour quand même faire un chrono comme ça. Donc la team Leclerc Châtelain là ils ont bien gazé et puis dedans il y avait du très bon coureur dont Stanislas, l'anglais, qui avait terminé 4ème en solo l'année dernière. Pour vous dire un petit peu les clients qu'il y avait dans cette team là. Alexandre aussi au dos qui devait participer en solo, qui a quelques problèmes de genoux et qui malheureusement n'a pas pu faire en solo, mais il a gagné en relais, donc bravo à nos quatuors, et puis la victime aussi qui est arrivée 3ème, 16h41 avec des 3 frères Vic, qui est donc Vic Team, ils s'appellent tous Vic, c'est leur nom de famille Vic, donc le nom d'équipe était très chouette, Vic Team, j'ai bien aimé. Voilà, donc ça c'est l'arrivée des premiers du relais, et puis ensuite on se prépare pour l'arrivée du premier solo qui devait arriver dans les horaires estimés entre 11h et midi. Il arrive à midi moins le quart quasiment, il a mis 19h50. Alors la grosse émotion pour Aurélien le cuisinier qui termine premier. Moi j'étais vraiment enchanté de voir que c'était Aurélien qui terminait en premier, parce que déjà Aurélien c'est un auditeur du podcast, donc salut Aurélien. et puis en plus j'avais vu qu'il avait reconnu absolument tout le parcours le mois avant la course. J'arrêtais pas de dire à ma femme, je dis mais Ryan il a encore fait 50 bornes, encore fait 60 bornes aujourd'hui, mais monstrueux. Et j'étais vraiment ultra impressionné. Je vous en avais déjà parlé d'Aurélien quand j'avais fait le débriefing du dernier homme debout, Orvo, c'est lui qui avait gagné. Donc je savais qu'il était dans les favoris, et c'est aussi pour ça que je l'avais mis là, parce que il avait toute ma confiance pour arriver au bout et potentiellement être vainqueur, le fait d'avoir mis favori, ça lui avait mis un petit coup de pression. Et il a réussi à tenir sa place de favori et d'ultra favori, parce que voilà, maintenant il est vainqueur de ce Grand Raid du Finistère. Et cher potentiel annonceur, partenaire, etc., n'hésitez pas à contacter Aurélien si vous voulez lui filer un petit coup de main, parce qu'il s'entraîne énormément et il n'a pas de partenaire, et il en mérite grandement, parce que sa communication elle est vraiment ultra bonne. Donc allez le suivre sur Instagram, Aurélien le cuisinier. Voilà,
vraiment, si moi je peux aider Aurélien avec ma petite communauté, ce serait avec grand plaisir si jamais vous êtes potentiellement intéressé d'aider Aurélien à avoir quelques sponsors et partenaires pour l'aider à construire sa carrière de coureur de très très bon niveau. Donc après, quand le premier arrive, après la suite ça s'enchaîne, hein, parce que finalement Raphaël il arrive pas si longtemps que ça derrière, hein, il arrive que 19 minutes derrière, et puis donc il met 20h09, et puis Mathieu Drillon qui met 20h59, donc finalement il n'y a pas si grand écart que ça entre les coureurs. Puis derrière ça s'enchaîne, ça se suit tout au long de la journée, les arrivées. J'avais prévu des animations, parce que ça aussi c'est quelque chose auquel je tiens énormément, de choyer les personnes qui accompagnent les coureurs, et puis il n'y a rien de plus désagréable que de s'occuper de ces enfants qui n'ont rien à faire en attendant papa ou maman qui court. Et je voulais qu'il y ait des structures gonflables et un salon sur le site d'arrivée, sauf que la pluie s'est annoncée dans l'après-midi. Du coup j'ai annulé les structures gonflables. Au final on aurait pu, parce qu'il n'y a pas eu tant que ça de pluie, il y a eu quelques gouttes, mais c'était largement gérable, et on aurait pu conserver les structures gonflables pour les enfants. Et bon, voilà, c'est comme ça, on les a annulés, c'est un petit peu dommage. Le salon aussi qui était là avec des producteurs et artisans locaux, on avait été les voir en amont en disant voilà, est-ce que ça vous intéresserait de venir exposer? On s'engage pas sur le nombre de personnes qui viendraient, mais est-ce que ça vous intéresse de venir exposer? Au final ça a pas super bien marché, faut être honnête. J'ai pas vu grand monde à chaque fois que je regardais autour des stands. Donc là tout le sujet animation du village, ça va être quelque chose à travailler pour l'année prochaine, pour que finalement des gens viennent et que ça dynamise tout ce site de départ-arrivée. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir retravailler. Ça c'est quelque chose auquel je tiens quand même énormément, de dynamiser ce site pour qu'il y ait du monde à accueillir les coureurs, et puis ça fait vivre aussi le village. Et puis l'objectif de Grand Raid du Finistère, c'est de mettre en avant la Bretagne comme terre sportive et culturelle. Pour le côté sportif, c'est les coureurs qui s'en chargent. Pour le côté culturel, c'est tout ce qu'on met en place nous autour, musique, salon, etc. La suite du programme, c'est l'arrivée d'Odile Vieilledent. Donc Odile, c'est la toute première finisheuse du Grand Raid du Finistère, 27h31. Elle a mis pour terminer les 166 km, 3007 D+. Voilà, c'est aussi une grande émotion pour moi, parce que l'année dernière, on avait 2 participantes qui ne sont pas arrivées au bout. Cette année, on avait 5 femmes au départ. Il y en a 3, une qui a arrêté à Argol, qui a arrêté à cause de l'orage, et les autres ont arrêté à Camaret. Donc je suis très content qu'Odile soit finisheuse, parce qu'en plus elle était incertaine jusqu'à un mois et demi avant l'événement, à cause d'un problème de cheville. Et puis 2 semaines avant, elle me dit si c'est bon, ça va le faire, j'ai le feu vert de mon kiné, je vais pouvoir participer. Faut que j'y aille tranquille, mais je vais pouvoir participer. Donc c'est vraiment, je suis vraiment très content d'avoir eu au moins une femme qui ait terminé le Grand Raid du Finistère. Et puis au-delà de une, on en a 2. On a aussi Dominique, je vous ai parlé de Dominique qui vient de Nouméa, qui a terminé elle aussi le chantier du Grand Raid du Finistère. Alors elle a terminé en combien de temps déjà? Je recherche le chrono. Dominique, 28h25. Donc elles étaient pas très loin, elles étaient ensemble pendant un bon moment. Et puis au final, Odile était mieux sur les portions où ça roulait. Donc c'est non, dans les portions montantes, je crois. Enfin bref, il y en avait une des deux qui était mieux dans les portions montantes, et l'autre qui était mieux sur les portions roulantes. Et finalement, Odile a pris les devants sur la fin du parcours, et elle a fini par mettre presque 1 heure quand même. Voilà, donc ensuite, l'autre cas que j'ai dû gérer en tant qu'organisateur, et j'aurais vraiment ne jamais avoir à gérer un cas comme ça, et ça, si j'ai eu à le gérer, c'est grâce
à l'œil de Moscou. C'est mon ami Thomas, mon frérot Thomas, qui a vu un cas de triche sur le Grand Raid. Donc je suis vraiment très déçu d'avoir eu à gérer ça, parce que pour moi on est très loin de l'esprit trail d'une part, l'esprit Grand Raid du Finistère encore plus, c'est un esprit ultra familial. Moi je suis très proche des coureurs, je mets aucune distance entre eux et moi, je fais pas le mec qui est tout en haut de sa tour d'ivoire. Chaque coureur me tutoie, on se check, on se fait la bise même s'ils veulent, on se prend dans les bras même s'ils sont puants. J'aime beaucoup avoir cette proximité là avec les coureurs. J'ai une responsabilité, comme je vous l'ai dit, et je suis très fier de toutes les personnes qui prennent le départ. Et pour moi, avoir un cas de triche, c'est un vrai coup de couteau dans le dos, c'est une trahison. Je suis quelqu'un qui essaye d'être le plus loyal possible, et avoir un cas comme ça à gérer, ça m'a pas plu, vraiment pas plu. C'est un coureur qui s'est inscrit sur le solo, et puis ils étaient à deux en fait à se passer la balise. Alors pour éviter ça, au départ j'avais anticipé, je m'étais dit bon, ça peut arriver, et il faut qu'on vérifie que le coureur qui a le dossard, c'est bien le coureur à qui on a donné le dossard. Pour ça, parce que les bénévoles ils connaissent pas la tête de tous les coureurs, si tu te passes le dossard et la balise, et tu peux faire finalement la course à plusieurs. Donc du coup on a mis un petit bracelet à chaque coureur, bracelet jaune, et du coup les coureurs étaient, si tu as le dossard et la balise, ces trois choses là, c'est bon, c'est que t'es le bon coureur quoi. Et puis on a vu sur la trace qu'ils évitaient certains endroits, que des fois ça accélérait fort un endroit où, après avoir cafouillé un petit peu, ça fait un rond avec la balise, et puis après pouf, ça repart fort. Très très bizarre en fait la trace, et donc on a topé ces coureurs là, et puis on les a pris sur le fait quoi, et puis ils ont reconnu, et puis on a eu une explication avec eux, mais honnêtement j'aurais vraiment aimé ne pas avoir ça à gérer. J'avais l'impression d'être un CPE qui met une craquée à un élève de 6ème. Faut être un gamin pour faire un truc comme ça. Et vraiment, je suis très déçu c'était des gamins en plus. De faire quelque chose comme ça. Ils avaient qu'à s'inscrire sur le relais en duo, et puis on n'en parlait plus. Surtout qu'ils jouaient absolument pas la gagne. Même à deux, ils étaient loin derrière le podium. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de faire ça. Quelle est la fierté qu'on peut ressentir après passer sous une arche en sachant qu'on a fait la course à deux, être accueilli en héros qui a terminé cette boucle tout seul. Faut être un héros quand même pour terminer, hein. Faut être solide, hein. En ayant traversé toutes ces conditions météo dures, cette course elle est dure. T'es accueilli en héros, et en fait, tu sais intérieurement que tu l'as fait à deux et que t'as triché. Mais en fait, c'est quoi le sentiment que t'as derrière, profondément? Ça ressemble à rien, quoi. Donc, j'ai eu une grosse déception d'avoir ça à gérer. Mais bon, voilà, ça nous prouve qu'on avait raison de se prémunir de ça. Donc voilà, je balaye le sujet quand même assez vite de ma tête pour passer à autre chose et penser à tout le bonheur et la joie qu'il y a autour de cet événement, plutôt que de penser, de ruminer autour de ça. Ensuite, la soirée arrive, et là, donc on avait prévu un concert sur la place, un concert de chant de marin. Et là, je vois bien en fait que les coureurs, quand ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont passé une nuit blanche, ils sont logés pas tous juste à côté, donc il y en a beaucoup qui partent et qui finalement ne restent pas. Et en fait, l'objectif de faire venir ce groupe, c'était pas tant pour les coureurs en fait, c'était pour les accompagnateurs, et puis parce que les coureurs, ils sont rincés. Moi le premier, quand je termine quelque chose comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, j'écoute pas le concert sur place en fait. Et c'était aussi pour dynamiser le site d'arrivée, pour que même les derniers, ils aient des gens qui sont encore là. Et en fait, les personnes de la commune n'ont pas vraiment répondu présent à cette soirée. Donc là encore, il va falloir qu'on travaille pour améliorer la communication, que les gens sachent qu'il y a ce concert-là,
que ils peuvent venir, que si, que ça, que voilà. Donc après la période, elle s'y prête pas non plus énormément. Les touristes sont partis. Hein. Mi-septembre, il y a encore un peu de monde, mais c'est pas non plus la cohue comme ça peut être en juillet-août. Donc quelque chose est à repenser à ce niveau-là. Pour qu'il y ait encore plus de monde, il y avait quand même un peu de gens, hein, mais c'était pas la grosse stuff, quoi. Alors jusqu'au bout, on a eu des choses à gérer parce que le dernier finisher, Romain Kerwas, était donc en bas, donc à un quart d'heure de même pas, ouais, si un peu plus d'un quart d'heure, il lui restait 20 minutes pour arriver en haut. Si tu le fais en marchant, 20 minutes, c'est pas dit que tu y arrives en fait. Si t'es vraiment cul de chez cuit, c'est un faux plat montant qui est très long, qui est très chiant. C'est pas dit que tu y arrives, mais si tu le fais en courant, ça passe. Alors moi j'ai dit mais il n'y a pas moyen, il va courir, je veux qu'il court, je veux qu'il arrive au bout, je veux pas avoir à gérer un truc où à minuit et 3 secondes je te dis bah voilà t'as terminé mais t'es pas finisher parce que t'es pas dans les temps quoi, parce qu'il faut terminer avant minuit. Donc Romain, je vais à sa rencontre en vélo électrique. Vous voyez quand je vous dis que je suis proche des coureurs, à minuit je me dis allez je vais aller le pousser, je vais aller l'encourager. Finalement j'arrive à sa rencontre et il s'avère que Romain est accompagné donc de son pacer et de son papa, je pense que c'est son papa qui l'accompagnait sur cette dernière montée, cette dernière ligne droite. Et donc le papa, le père, la personne, j'espère que c'est son père, qui était avec Romain, n'arrivait plus à le suivre parce que Romain lui, il avait aussi la hargne, il avait envie d'arriver au bout et il serrait les dents pour arriver et il courait. Et donc le papa avait du mal à suivre, donc je lui passe le vélo électrique. Et malheureusement, il se met il avait pas de frontale et puis il se met dans le fossé avec le vélo. Alors sans grande gravité, une petite plaie quand même qui est pas grave, mais il est là plein de boue, hein, il a plu et puis il s'étale. J'ai eu un peu peur pour lui, je l'ai aidé à sortir du fossé et puis en sautant dans les ronces, dans les orties pardon. J'ai sauté dans les orties pour aller le chercher. Donc là je me dis c'est pas possible quoi, jusqu'au bout il va nous arriver des choses et puis du coup il est reparti avec le vélo électrique. Je suis resté avec lui parce que moi j'avais une frontale pour le coup et je suis resté avec lui pour l'éclairer et en même temps encourager Romain qui est arrivé au bout en 3h51. Donc il avait 31 heures pour terminer, il a fait 30h51 donc ça s'est joué à peu de choses, mais finalement ça passe, voilà. On se dit 10 minutes de plus d'attente à un ravito et puis c'était foutu. Donc des fois ça vaut le coup de pas trop traîner dès le départ à certains endroits, mais c'était une course finalement pour Romain en gestion totale. Il savait qu'il avait 31 heures, il a mis presque 31 heures, voilà, bravo Romain. Voilà, donc ensuite, l'après, ça s'est fini avec mes amis du Jura, Thomas et Jean-Paul, son papa, qui sont venus aussi pour nous filer un gros coup de main. Thomas qui lui courait, avec qui on a fait la conférence avec son film jeudi soir. Thomas, on a passé son film, et puis après il y avait eu un moment d'échange. J'aurais pu en parler dès le début, ça, dans l'avant. Ce moment d'échange qui était très cool avec Thomas. D'ailleurs, si vous êtes organisateur ou que vous travaillez dans le milieu de la santé et que vous voulez que Thomas vous passe son film et fasse une petite conférence sur le sujet de l'obésité et surtout de la persévérance, et que chacun peut se donner les moyens s'il a envie d'atteindre un objectif, je vous invite à contacter Thomas. Et puis si vous n'arrivez pas à le contacter, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets en relation, bref. Donc on a eu ce moment d'échange. Thomas, lui, il a arrêté à Lanvéoc. Il a été victime de grosses crampes comme jamais, parce que Thomas c'est un montagnard, et là courir comme ça aussi longtemps, il connaissait pas trop, son corps n'était pas vraiment très préparé à ça. Donc il reviendra plus fort l'année prochaine, mon Thomas. Donc on finit de ranger un petit peu tout, de plier tout ce qu'il y a à plier, et puis on finit en débouchant une bonne bouteille de rouge avec un bout de comté du Jura. Pour trinquer, et puis avant d'aller se coucher. Donc il est 2h30 à cette heure là, et puis
on était bien heureux aussi de l'événement qui s'était passé. On se fait un petit débriefing tous à chaud avec tous les points qui a amélioré, des petites choses comme ça auxquelles on pense. Moi, j'ai des personnes, Delphine, à chaque fois que je les croisais, je dis tiens, note ça pour l'année prochaine. Hop. Donc on a pris plein de notes pour améliorer les choses l'année prochaine. Et surtout l'année prochaine, ce qu'il va falloir que je mette en place, c'est de prendre de la hauteur et que je sois un peu moins dans l'exécutif, encore plus que ce que j'ai fait cette année. Et donc cette année je pensais pouvoir faire la gestion des réseaux sociaux. Au final j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le faire parce que à chaque fois que je commençais une publication, on m'appelait, on me disait tiens François, il faut ci, il faut ça, et puis du coup t'arrêtes la publication, tu la reprends pas, mais en fait après elle a plus rien, elle a plus de sens. Potentiellement aussi peut-être trouver un speaker aussi, même si moi j'adore ça, j'adore le faire, j'adore accueillir les premiers, j'adore donner le départ, j'adore faire ça. Si vous êtes un événement d'ailleurs en Bretagne et que vous cherchez un speaker, n'hésitez pas à me contacter. J'en ferai pas beaucoup toute l'année, mais voilà, si vous avez des besoins sur certains événements, n'hésitez pas à me contacter et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais peut-être que sur le Grand Raid du Finistère, au bout d'un moment, peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après, il faudra que je pense à trouver un speaker, à voir. Donc on termine avec donc notre podium aussi, donc notre podium, donc bravo à Aurélien Le Cuisinier encore une fois, Raphaël Fourne, Mathieu Drillon. La remise des prix, c'est pareil, ça s'est super bien passé. Avec les duos aussi qui ont terminé. Alors les duos l'année prochaine, une des règles qui va changer. Et je pense que ça va intéresser plus de participants parce que là, cette année, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Elles étaient que 10 au départ. Et là, ce que j'ai envie de mettre en place l'année prochaine, c'est de permettre aux duos de changer quand ils veulent. Que ce soit une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois s'ils souhaitent. La seule consigne, c'est de changer un espace de ravitaillement ou de point d'eau. Donc je pense qu'on mettra ça en place l'année prochaine pour le duo. Ensuite, donc là, maintenant, la place à la suite, organisation de l'Infinity Trail Camaret. Donc quand tu as organisé un Ultra Trail, organiser un Infinity Trail, ça reste beaucoup plus simple. Donc là, 99 coureurs attendus pour faire des boucles et des boucles et des boucles. On verra pendant combien de temps. Au moins 40 heures, je pense. On verra. Moi, je me suis mis ça en tête, 40 heures. Et puis, l'organisation du Grand Raid du Finistère 2024 a déjà commencé, même pas 2 jours après cette édition. Finalement, on commence déjà à organiser pour l'année prochaine, à déjà mettre des choses en place, à déjà commencer à discuter de futurs partenariats. Il va falloir que je travaille beaucoup plus sur le sujet des partenariats pour pouvoir améliorer le confort de mes bénévoles, de mes coureurs, de tout ça, d'augmenter encore plus cet esprit de fête, d'avoir plus d'activités, plus de jeux, plus de fêtes, vraiment de développer cette fête que j'ai envie de mettre en place sur cette course et cet événement qui est un bel événement. Vraiment, c'est un bel événement qu'on a créé. Auquel il faut venir participer, c'est un événement auquel il faut venir prêt, il faut venir aguerri, mais c'est à faire, et si je pouvais, je le ferais. Je le referai encore dans ce format-là. C'est pas dit que j'arrive au bout, là, surtout vu ma condition physique actuelle. Là, hier, j'ai couru 5 km et aujourd'hui, j'ai des courbatures. Donc voilà, merci beaucoup pour tous les messages, tous les coureurs ont noté 9,7 sur 10 l'organisation de l'événement. Donc je suis très content de cette note, je suis très content de tous leurs retours. C'est des retours qui sont extrêmement bienveillants et avec que des conseils qui sont constructifs, et il n'y a pas de gens insultants et désagréables. Donc je suis très très content de tout ce qui s'est passé sur cet événement. J'en ressors riche de rencontres, d'idées, d'apprentissage, et l'organisation d'événements, c'est quelque chose qui est fait pour moi. On a pris un plaisir monstre avec mon ami Thomas à organiser ça. Il a dit si tu cherches des gens qui ont besoin d'un directeur de course, je signe. Moi j'ai dit si tu cherches des gens qui ont besoin de déposer un dossier préfecture, qui m'appelle, et puis je proposerai ma prestation.
parce que on a pris un plaisir monstre à organiser tout ça, à mettre tout ça en place. J'ai pris plus de plaisir que je pensais à gérer toute cette partie administrative. Je suis pas quelqu'un qui est très paperasse en temps normal, et là pour le coup il a fallu s'y mettre, à faire de la gestion de budget, de gestion humaine, gestion administrative, tout ça, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Donc on va le refaire en 2024 pour l'édition 2 du Grand Raid du Finistère, auquel j'espère tu participeras, que ce soit en bénévole, en coureur, en assistant, en public, en ce que tu veux, mais toujours est-il qu'il faut venir participer au Grand Raid du Finistère, parce que c'est un bel événement qui mérite d'être connu et qui, à mon avis, aura sa place dans les grands événements nationaux, voire internationaux, dans les années à venir. Voilà, c'est ma petite prédiction. Merci beaucoup à tous pour votre écoute jusqu'ici, et on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode. C'était François, bye bye.